On a, on va dire, 35-40 ans. Quand on arrive sur le marché du travail, on arrive avec juste, j'ai été athlète pendant de nombreuses années. On a quand même un esprit de compétition extrêmement développé. Vouloir être premier coûte que coûte, quitte à écraser les autres. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Comment s'inspirer aussi de vous, des sportifs de haut niveau? Le cerveau, on peut le tromper très facilement. Et si tu lui dis, dans ta tête, même dans ses rêves, qu'il a déjà performé, il s'en sent capable le matin. Qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour récupérer? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, je reçois Jade Maréchal. Bonjour. Salut Maud. Tu es donc escrimeuse en équipe de France. Tu as été doublement sacrée championne d'Europe en équipe en 2022 et en 2023. En parallèle, tu es conférencière aussi en entreprise. On a la chance de t'avoir souvent aussi au Festival RH pour nous parler notamment de leadership, le sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui. Et de performance, bien sûr, qui est notre sujet du jour. Un petit fun fact sur ta fiche FFE, c'est que tu adores la cuisine et l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai. C'est quoi ton plat préféré? T'es plutôt salé ou sucré? Alors moi, je suis plutôt une adepte du sucré. Ok. Voilà, mais le tiramisu de ma maman, par exemple, tu vois, j'aimerais bien qu'elle me passe ce talent-là. Ok. Super. Donc aujourd'hui, on voit des modèles de leadership qui font un peu peur, notamment Donald Trump, Poutine et même des chefs d'entreprise en France et aux États-Unis. Alors, j'avais envie de discuter avec toi, parce que je pense que tu viens de la génération Z aussi, donc c'est intéressant d'avoir ton regard sur ces nouvelles formes de leadership plus sain, plus inspirant et aussi en entreprise, parce que j'ai l'impression que les sportifs, mais aussi les artistes, sont souvent en avance sur ces sujets-là. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'on puisse en discuter. Mais avant, je voulais juste revenir sur son parcours d'escrimeuse aussi. Comment ça t'est venu au Festival RH? Tu avais partagé notamment que tu avais commencé l'escrime à 9 ans, à cause de parce que ta sœur aînée avait arrêté notamment pendant ses études. Raconte-nous. Alors oui, effectivement, moi je suis la dernière d'une famille de 5 filles et on avait tout à cœur de faire un sport, on n'avait pas trop le choix à vrai dire. Et puis ma grande sœur faisait de l'escrime, mais elle voulait pas qu'on ait cet esprit de compétition entre nous. Alors j'ai dû attendre qu'elle dépose les armes et que je reprenne le flambeau à mon tour. Donc ça a vraiment forgé chez moi un manque et donc forcément des crocs acérés lorsque j'ai pu mettre la tenue d'escrime à mon tour. Okay. Et puis quand j'ai commencé à 9 ans, en fait, comme j'avais déjà fait mes premiers pas sur la piste d'escrime en la regardant, je connaissais toutes les bases de mon sport, les règles, et j'avais juste très envie de combattre, quoi. Ok, et pourquoi l'escrime? Qu'est-ce qui a fait ce choix-là? L'escrime, j'ai toujours trouvé ça très beau. Tu vois, quand t'es petit, tu vois des lumières qui s'allument, la tenue est très élégante, il y a le bruit des lames qui s'entrechoquent. J'ai toujours été impressionnée en fait par ce sport. Et puis en grandissant, j'ai trouvé l'attachement que l'escrime avait avec l'histoire du patrimoine français. C'est un sport parler français et c'est un sport français à l'international. On a toujours excellé dans ce domaine. Donc c'est en grandissant ce qui m'a encore plus interpellée et poussée vers ce sport. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ton objectif avec l'escrime? Donc tu as été déjà championne d'Europe. Oui, alors quand on est escrimeur, le Graal, c'est les Jeux Olympiques. Okay. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Wow. C'est ma génération, on va dire, puisque l'âge d'or, c'est entre 28 et 32 ans pour une médaille olympique, et j'aurai 28 ans à LA. Donc c'est vers ça que je me projette. Bon, on te souhaite en tout cas plein de chance. C'est quand? C'est dans 3 ans, non? C'est ça? C'est ça, 2 ans et demi même maintenant. Okay. Et tu vois, à l'INSEP, qu'on s'entraîne bi-quotidiennement pour cet objectif. Okay. Aujourd'hui, on sent qu'on est encore à distance, mais dès qu'on va entrer dans l'année et demie avant, ça va déjà commencer à être beaucoup plus sélectif et avec un esprit de compétition beaucoup plus acéré. Waouh. J'imagine qu'en plus, tu te prépares et voilà, c'est toute une organisation aussi pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller chercher cette médaille olympique et de te lancer finalement dans le sport de haut niveau? Je pense que quand tu es dernière d'une fratrie, j'ai toujours voulu faire comme mes sœurs, donc peut-être avancer plus vite ou mieux et plus efficacement. Et puis en fait, rapidement, quand j'ai commencé à faire de la compétition, j'ai découvert les émotions du dépassement de soi. J'ai découvert la fierté que c'était de monter sur une première marche d'un podium et de sentir ce sentiment
de travail accompli. Et puis, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à, pas forcément, parce que au départ, mes compétitions, c'était régional, départemental. Et j'avoue que dans ma région, j'ai vite été sur les premières marches du podium. Mais dès que tu entres au niveau national, bah là, tu commences à vivre tes premiers échecs, tes premières déceptions. Et même là, en fait, je me suis sentie vivante et j'avais envie de revenir à l'entraînement et de repousser mes limites au quotidien. Et c'est vraiment ce job de sportif de haut niveau que j'aime aujourd'hui et qui fait que je suis plus OK avec l'échec aussi. C'est parce que j'apprécie plus le chemin qu'avant. Et c'est cette identité-là d'être une laborantin en train d'essayer tout plein d'entraînements, tout plein d'exercices pour voir ce qui correspond le mieux à ta personnalité, qui m'anime et qui fait que j'adore le sport de haut niveau. Donc tes sœurs ont fait du sport de haut niveau aussi? Non, ok. c'était voilà, quelques compétitions, mais elles n'en ont pas fait leur métier. Non, métier. Toi, t'en fais ton métier en fait aujourd'hui. C'est ça Oui, qui est alors important. toute proportion gardée parce que l'escrime c'est un sport amateur, Ok. donc je suis pas salariée de ma fédé. Ok. Tu vois, je gagne 200 € par mois de mon club Ok. et le reste, c'est ma casquette d'entrepreneuse pour vendre un projet, pour pitcher une carrière olympique, chercher du budget, Ouais. tout ce que tu connais bien. Donc c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Ok. Intéressant, et ça c'est important que tu le dises. Ouais. C'est que c'est ton métier, mais aujourd'hui, t'es pas forcément en effet rémunéré pour le faire. Non. Et donc tous tes entraînements, tout le matériel, à moins que tu aies peut-être un sponsor qui puisse t'accompagner, mais c'est toi en fait, Voilà. seulement toi. Ok. On vit des partenariats et des sponsors, ce qui rend notre métier extrêmement précaire aussi. Ouais. Et tu entres dans une deuxième phase de vie. Ta reconversion, elle est quand même très tardive. On a, on va dire, 35-40 ans quand on arrive sur le marché du travail avec pas du tout un background classique de stage, de premier CDD puis CDI. Tu en arrives avec juste, voilà, j'ai été athlète pendant de nombreuses années. Maintenant, où est-ce que je vais aller? Donc, c'est particulier comme rythme de vie et projet de vie. Mais bon, ça en est tellement intéressant et enrichissant et on va en parler que je changerai pour rien au monde. Et sachant que quand tu gagnes la médaille, tu as toute la nation derrière toi, mais on ne sait pas forcément ce que tu nous partages là aujourd'hui sur, en effet, vous n'êtes pas rémunéré, vous n'avez pas un salaire tous les mois pour vous entraîner et donner le meilleur de vous-même. Et donc, ça peut créer du stress et finalement, certaines personnes peuvent abandonner aussi à cause de ça. Ah oui, alors là, moi j'ai bon nombre d'amis qui ont arrêté notamment à la jonction entre le bac et les études supérieures. Beaucoup, notamment poussés par des parents qui leur disent bah écoute, maintenant c'était bien, mais maintenant tu fais un choix quoi. Alors qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de choisir. Mais c'est sûr que ce double projet, d'abord scolaire puis ensuite professionnel, il est extrêmement épuisant et on a beaucoup de pression, comme tu le dis, parce que comme tu vis des sponsors et des partenariats, quelque part quand tu es sur la piste, tu te sens pas seul et ça peut arriver de te laisser submerger par des messages internes qui se disent bah attends, là si je perds, mais cette entreprise-là va peut-être cesser de m'accompagner et puis je vais pas être sélectionnée, donc je vais prendre du retard sur ma sélection olympique. En fait, tu te fais des schémas comme ça, des scénarios négatifs de cercles vicieux qui parfois te paralyse sur la piste. Donc c'est un vrai travail mental et c'est ce pourquoi on est extrêmement bien accompagné là-dessus aussi. Okay. Mais tu dois absolument te détacher de cette pression médiatique, de cette enveloppe budgétaire que tu représentes parfois, si tu veux t'exprimer sur la piste du mieux possible. Et juste petite curiosité, quels sont les sports aujourd'hui qui sont professionnels alors ? Eh ben, en fait, tous les sports aux Jeux Olympiques sont des sports amateurs par définition. Donc, alors, à l'exception, tu vois, il y a des sports professionnels qui sont entrés comme le rugby, comme le foot, même si normalement on ne représente pas les équipes une lors des Jeux Olympiques. Mais voilà, tous ces sports-là, donc tous les sports de l'INSEP, sont amateurs. Et on vit tous les mêmes problématiques. Donc le judo, par exemple, c'est exactement. Aussi... Le judo, l'athlé, le tir à l'arc. Voilà, on essaye tous de faire nos petites plaquettes de recherche de sponsoring et de démarcher, quoi, tu vois. Ok. Écoute, on va aller dans notre sujet sur le leadership et la performance et comment s'inspirer aussi donc, de vous, des sportifs de haut niveau, au niveau entreprise. Quel est l'athlète pour toi qui t'inspire, ou même le chef d'entreprise qui t'inspire par son exemple de leadership, et pourquoi ?
Alors, pour moi, un leader, enfin un sportif qui incarne cette notion de leader et de leadership, c'est une femme dans ma discipline qui s'appelle Isaora Tibus, euh, en ce sens où, en fait, elle se connaît tellement bien qu'elle s'est imposée ce dont elle a besoin pour performer, qu'elle sait porter ses responsabilités sur la piste, qu'elle sait incarner ses choix. Et en fait, aujourd'hui, elle est extrêmement performante parce qu'elle ne fait pas les choses qu'on lui dit de faire, mais elle fait les choses qui sont bonnes pour elle et qui lui semblent être justes pour se révéler et révéler son plein potentiel. Et ça implique plein de choses dans le sport de haut niveau. Ça implique exprimer à tes supérieurs, donc un peu comme dans le monde de l'entreprise, Mm. à tes sélectionneurs même, que bah non, cet entraînement il te convient pas, ou que non, là, tu es fatigué, ou que tu as tes règles, ou que là, tu vois, je pense que je devrais plus faire ce cycle-là d'entraînement pour être performante. En fait, elle sait s'exprimer et elle sait articuler son entraînement pour qu'elle soit le plus performante possible. Et ça, je l'admire beaucoup pour ça. Et puis en plus, elle est multicasquette, elle a une entreprise, elle fait de la photo. Enfin, elle a compris que être multipotentielle lui permettait d'être performante à l'escrime. Et de réaliser finalement ses objectifs. Exactement. Donc toi, Jade, dis-nous la différence que tu fais entre un manager et un leader. Alors je pense qu'un manager s'apparenterait plus à notre entraîneur ou notre sélectionneur dans le monde du sport. Et un leader, en fait, on l'incarne tous dans notre pratique de l'escrime. Euh, je pense que le manager a cette casquette un peu organisationnelle, structurelle. Si je reprends l'exemple de l'entraîneur, ben, c'est lui qui va structurer un planning, qui va articuler une charge d'entraînement et qui va avoir cet aspect tactique d'analyse de vidéo pour aller chercher et travailler tes points faibles. Là où le leader, c'est-à-dire un capitaine d'équipe, ou c'est-à-dire tous les athlètes membres de l'équipe de France, donc on est 12, tu vois, Ok. et ben ça va être ces personnes qui savent inspirer leurs collègues, qui savent embarquer une équipe pour un objectif commun, qui savent prendre leurs responsabilités. Ça, je pense que c'est vraiment l'identité d'un leader, et qui savent ce qui est bon pour eux et qui savent investir sur eux pour atteindre un objectif. Mm. Donc je pense qu'on peut tous être leader, alors qu'un manager, effectivement, il va plus être désigné et il va avoir ses compétences structurelles et organisationnelles. Intéressant. Et donc un manager peut être un leader aussi. Évidemment, oui, Ouais, oui. ouais. Et d'ailleurs, dans le sport, ils sont très souvent leaders. Oui, on connaît des grands entraîneurs qui ont fait leurs preuves. Ok. Pour toi aujourd'hui, donc un manager et un leader, finalement, c'est quoi un peu leur point, on a un petit peu parlé là, leur point de caractéristique pour être un bon manager ou un bon leader aujourd'hui en entreprise? En entreprise, c'est pareil dans le sport, et je dirais d'autant plus dans le sport, si tu n'écoutes pas les personnes que tu entraînes, là tu vas directement au conflit, surtout dans des caractères extrêmement marqués que sont les caractères de champions et les caractères de sportifs de haut niveau. On a quand même un esprit de compétition extrêmement développé, et ce qui fait que si on va tout le temps frontalement à l'encontre de nos besoins, de nos envies, c'est là où va y avoir une cassure, et surtout où on va nous freiner sur notre progression. Et en fait, moi, j'ai compris que tu n'entraînes pas, tu ne coaches pas, tu ne manages pas 12 entités pareilles. Si je peux te donner une anecdote, la veille des championnats d'Europe que nous gagnons avec mon équipe, on s'est réunis dans une chambre d'hôtel. On était 4 sportifs, du coup 4 fleurettistes dames. Et en fait, j'ai posé cette question qui paraît évidente. Je leur ai juste dit, tiens, bah, les filles, demain, comment vous aimez être coachées, vous, sur la piste? Et en fait, je suis tombée de haut ce jour-là. Je raconte toujours cette histoire parce qu'on avait toute une réponse différente. Et pire que ça, ma meilleure amie fonctionnait de manière diamétralement opposée. Moi, j'aime bien qu'on m'encourage haut et fort, qu'on tape dans mes mains, qu'on crie «Allez Jade!», voilà, qu'on donne de la voix. Mm. Et elle, ce jour-là, elle m'a dit, bah, en fait, tu fais ça, mais moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère que tu dises rien, que tu me laisses être dans ma bulle, concentrée. Par contre, que tu sois présente par le regard quand je me retourne après chaque touche. Et en fait, ce jour-là, ça a été un déclic, et je me suis dit, ok, ne transpose pas ce qui est bon pour toi sur tes collègues, parce que tu les enfermes plutôt que de les révéler. Et c'est comme ça que c'est en les écoutant et en leur demandant concrètement comment tu souhaites être encouragé ou accompagné dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, que là, vous allez atteindre un objectif en commun. Mm. Et tu parlais de ce mindset, de cet état d'esprit de compétition. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus
comment ça se matérialise cet esprit de compétition? Parce que moi, quand on me dit compétition, c'est en mode vas-y, on va se combattre et puis je vais tout faire pour t'écraser. Entre guillemets, tu vois, c'est un peu. C'est pour ça que des fois, Ouais. je me dis, ah, moi, j'ai pas forcément avoir envie de cet esprit de compétition parce que mon rôle, j'ai pas envie d'écraser les autres en fait. Mm. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision sur cet esprit de compétition et comment ça se matérialise chez vous dans le sport, le sport de haut niveau? Tu as tout à fait raison de faire la distinction entre l'esprit de compétition contre l'autre ou envers l'autre. Donc là, c'est cette opiniâtreté à vouloir être premier coûte que coûte, quitte à écraser les autres et tracer sa route. Moi, je suis pas du tout là-dedans, effectivement. Et il y en a. Il y a des sportifs de haut niveau qui sont comme ça. Ah bah oui. Et même dans le monde de l'entreprise. Hein, oui. Tout à fait. Mais moi, je suis plus sur l'esprit de compétition, du coup, très orienté vers moi-même. C'est ce dont je te parlais au tout début, de ce chemin. C'est-à-dire que moi, j'adore par-dessus tout ce métier de sportif de haut niveau parce que tous les jours, je me bats pour soulever 500 grammes de plus à la muscu, pour courir quelques centièmes de seconde plus vite que la fois d'avant. Et c'est cet esprit de compète que j'aime bien. C'est ce truc de, ok, dans 2 semaines, j'ai une compétition. Sur quoi je vais me concentrer? Je rentre de la compète, bien ou mal passé, je fais un débrief de ma prestation pour la prochaine fois revenir plus forte pour moi. Mais par contre, sur la piste, ça n'empêche pas que je respecte mon adversaire, et d'ailleurs ça fait partie du code moral de l'escrime, tu vois, mais aussi je vais sourire à l'autre juste avant de commencer le match parce que j'estime qu'en fait on est juste 2 joueurs, tu vois, ça reste un jeu, l'escrime, ou le sport de haut niveau de manière générale. D'ailleurs on parle de Jeux olympiques, donc tu peux tout à fait avoir un esprit de compétition mais avoir un esprit de camaraderie avec ton adversaire. Très clair. J'aime bien la différence que tu fais. En fait, c'est l'esprit de compétition. C'est plutôt sur toi, finalement, que tu vas le porter. Toi, aujourd'hui, quand tu vois donc, le monde de l'entreprise, et donc tu fais des conférences aussi, tu fais des conférences, quels sont un petit peu les points que tu vois souvent dans le leadership, la performance, le management, qui serait intéressant de transposer, notamment du monde du sport vers l'entreprise? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Ouais, et je parlerai de cette idée de guide. Si je reprends l'exemple d'une équipe de sport, le leader, donc encore une fois, si je parle vraiment de leader, donc de tous les membres qui composent cette équipe, donc si on est dans une entreprise, tu as un groupe de travail, c'est tous les collègues qui peuvent imposer leur propre style de leadership, parce qu'il n'est pas toujours obligé d'être hiérarchique, imposant. Ça peut être un leadership collaboratif, fédérateur, inspirationnel, enfin, tu as plein de choses comme ça. Et l'idée quand même principale du leader, c'est quelqu'un qui guide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut tous apporter un conseil à son collègue. Quand on est sur la piste d'escrime, que par exemple je donne mon relais, donc je fais mon match d'escrime, puis je me débranche et je donne le score à ma coéquipière suivante, là je peux avoir ce rôle de lui apporter mon regard sur l'adversaire qu'elle va rencontrer, même si elle est plus âgée que moi ou qu'elle a plus d'expérience que moi sur le papier. J'ai tout à fait ma légitimité de lui dire tiens, j'ai repéré cette technique là, n'hésite pas à l'utiliser sur la piste pour ton match. Et en fait, guider l'autre, c'est imposer un certain style de leadership qui va permettre de le révéler ou lui donner quelques astuces pour performer. Et dans le monde pro, c'est pareil. C'est pas parce que t'es la dernière arrivée dans l'entreprise ou que t'es la stagiaire qui vient de commencer que tu peux pas apporter ton regard sur une situation, toujours dans la forme, c'est toujours, de toute façon, là où le bas blesse, c'est quand tu n'y mets pas la forme, mais rien ne t'empêche d'apporter ton regard, et ça imposera un certain style de leader, et ça imposera un respect et aussi une confiance. C'est important de pouvoir faire confiance à ses pairs, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une expérience ou un âge pour ce faire. Et par exemple, donc, tu vois, pour les professionnels des RH qui sont quand même au cœur de l'entreprise et gèrent, tu vois, différentes problématiques dans leur quotidien et parfois peuvent se retrouver sous tension, sous pression. Quels conseils tu pourrais leur apporter pour, entre guillemets, se traiter comme un ou une sportive de haut niveau? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour, en tout cas, peut-être se dépasser ou même pouvoir prendre soin d'elles dans leur quotidien? Alors, pour le coup, c'est un vrai domaine sur lequel on peut se référer, le sport de haut niveau, en ce sens où il n'y a qu'un champion olympique, il n'y a qu'un champion du monde, et je dirais même
y a qu'un vainqueur à chaque compétition. Donc, nous, on sait pertinemment que si on se lance sur l'atteinte d'un objectif, on sait qu'il y a de grandes chances qu'on échoue. Et pire que ça, on sait que ça fait partie du chemin. Et c'est vraiment ce qui fait d'un champion un champion, d'ailleurs. C'est que on sait qu'on va tomber et qu'on va se relever. Et ce qui compte, c'est de rester endurant, de rester sur ce chemin. Parce que si on abandonne, c'est là où, par contre, on aura de vrais regrets et de vrais remords plus tard. Donc en fait, prendre conscience que dans les petits échecs qu'on va rencontrer sur le passage, si on sait qu'on va les rencontrer, déjà on va les accepter. Et par contre, ce qu'on fait nous, c'est de travailler dessus. C'est-à-dire que dans le cadre de notre préparation mentale, quand on échoue à un match, donc qu'on perd une compétition, tout de suite, on a ce réflexe de capitaliser dessus. Donc le soir, on rentre, on fait cette petite liste des choses qui se sont mal passées. Okay. On revient à l'entraînement le lendemain, on travaille dessus. Et on le fait de manière assez détachée émotionnellement parce qu'on sait que ça fait partie du processus. Après, ça n'empêche pas que si on est sur une compète référence, c'est-à-dire l'objectif d'une vie d'un athlète, je fais le parallèle avec dans le monde de l'entreprise, bon bah voilà, t'es sur l'event de l'année, il y a quelque chose qui se passe pas bien, bon bah là c'est complètement admis de pas l'accepter, d'être dans le déni premièrement, parce que ça montre l'engagement émotionnel que t'avais mis dedans, et c'est cet esprit de compétition d'ailleurs. Donc juste voilà, à la manière d'un sportif de haut niveau, savoir que ça fait partie du chemin, savoir que de toute façon, pour performer, il va falloir passer par ces échecs. Et dans le sport, on met beaucoup la lumière sur les champions qui réussissent, mais quand on les questionne un petit peu, en fait, on découvre qu'ils ont perdu peut-être 10 fois juste avant de monter sur ce podium-là. Donc ça permet de désacraliser un peu, de lâcher prise et de prendre de la hauteur sur cet échec qui finalement fait partie du chemin. Et quand nous, on se retourne et qu'on pose un regard sur ce qui s'est passé, en fait, on réalise que c'est dans ces moments-là qu'on a vraiment forgé ce mental de champion. Et donc, tu as des petits conseils en termes de préparation, peut-être physique ou mentale, que toi, tu fais, notamment peut-être quand tu as un gros objectif qui arrive, pour en tout cas t'aider à... moi, je dis toujours, ton meilleur ennemi, c'est toi-même, en fait, ouais. pour t'aider, en effet, à aller au-delà, comme, par exemple, un winner qui va avoir une deadline importante, un projet important à délivrer, ou une discussion difficile qu'elle va devoir avoir. Alors là, il y en a on est toujours à la recherche, nous, les athlètes, des petites ressources qu'on peut mettre en place pour être prêt mentalement, psychologiquement, etc. Donc, je pourrais te donner une liste très longue. Mais l'idée, juste l'image que j'aimerais transmettre là, c'est que tu vas pas partir sur un trajet de voiture très long si t'as pas mis d'essence et que tes pneus sont pas gonflés, ou en tout cas tu tireras sur la route beaucoup moins sereinement et de ce fait peut-être que tu vas rencontrer des problèmes sur ta route. C'est un peu cette idée, nous on va pas en compétition si on n'a pas mis tous les ingrédients pour être dans les meilleures conditions le jour J. Mais si je peux donner quelques ingrédients, je dirais que j'utilise beaucoup la visualisation. Okay. Ça peut paraître bateau, mais les veilles de compétition, en fait, lorsque je ferme les yeux, je m'imagine déjà gagnante. Sur le podium. Intéressant. Voilà. Okay. Déjà victorieuse, parce que ça me met dans les meilleures conditions déjà le matin, parce que finalement, le cerveau, on peut le tromper très facilement. Et si tu lui dis, dans ta tête, même dans ses rêves, qu'il a déjà performé, il s'en sent capable le matin. Et en plus, toi, ça t'a mis dans de bonnes conditions, t'as imaginé le meilleur scénario possible. Donc, ça te met de manière positive dans ta journée. Et puis après, je parlerai jamais assez de l'hygiène de vie. Notamment cette fameuse pyramide de Maslow que je vous invite à regarder. Mais en fait... tu sais, dans le sport, on nous vend des bottes de récupération, le meilleur gel pour tenir dans la durée. En fait, ça, c'est le haut de la pyramide. Si en bas, tu ne dors pas bien tes 8 heures par nuit, tu ne bois pas tes 2 litres 5, 3 litres d'eau par jour si tu es sportif, et que tu respires pas correctement, ça sert à rien d'aller chercher le haut de la pyramide avec des bottes de récupération et tout ça. Déjà, arriver sereinement et préparé énergétiquement dans ta journée, ta mission, ta conférence, si tu passes pas par ce socle, déjà tu te mets des bâtons dans les roues. Donc pense déjà à dormir, à t'hydrater et à bien respirer par la méditation notamment. Merci en tout cas pour ces conseils. Et donc au niveau du leadership, il y a la notion potentiellement de performance aussi. Comment tu fais le lien entre les deux ? C'est vrai que dans le sport, on est des machines à médailles. Et qu'on est payé
à la réussite, à la performance. Oui, c'est vrai, quand vous avez une médaille d'or, de bronze ou d'argent, vous recevez un chèque. Tout à fait. Ouais. C'est ça la différence aussi avec un collaborateur, même si le collaborateur peut percevoir Un bonus, ouais. Voilà, exactement, une prime. Nous, c'est vraiment le cœur de notre rémunération. Donc, forcément, la performance, c'est ce qui va nous guider et c'est ce qui va nous faire vivre aussi. C'est là où on a une relation très particulière au résultat. Mais par contre, moi, j'ai vraiment compris, notamment parce que on en parlera après, j'ai connu une grosse blessure, que performer, c'était pas juste mettre une médaille d'or autour du cou. Et que, parce que sinon la vie serait vraiment pas très chouette, parce que comme je le disais, t'en as qu'un seul qui gagne à chaque compétition, ce qui voudrait dire que t'as qu'un seul sportif qui performe ce jour-là. Moi, j'y crois pas. Je pense que un athlète qui est performant, un collaborateur qui est performant, c'est celui qui tous les jours va récolter une fleur sur son chemin. Cette fleur, en fait, c'est une compétence, c'est un apprentissage, et qui au bout du chemin, c'est-à-dire moi, le jour des Jeux Olympiques, que j'y sois ou pas, finalement, j'aurai ce bouquet de fleurs de compétences qui me permettra de me dire, bah ouais, en fait, t'as été performante. Tu vois, je suis pas allée aux Jeux de Paris, mais donc ça a été le plus gros échec de ma carrière. Okay. Mais finalement, ce jour-là, j'ai vraiment fait l'effort de regarder ce bouquet et de me dire, attends, sur ces 4 ans de travail, grâce à cet objectif, j'ai appris à pitcher devant des milliers de personnes. J'ai appris à gérer un budget de plusieurs dizaines et dizaines de milliers d'euros. J'ai cherché ce budget-là. J'ai appris à développer ma confiance en moi. J'ai développé mon explosivité. Tu vois, finalement, j'ai été performante. Oui, j'ai échoué, mais la performance, finalement, c'est plus ce chemin pour atteindre cet objectif. Et la médaille d'or, finalement, c'est la cerise sur le gâteau. Ok. C'est intéressant en tout cas comment tu visualises cette performance. Donc finalement, c'est une performance des petits pas, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Pour te dire que l'objectif, c'est pas forcément... en effet, il y a cette médaille d'or pour toi et on croise les doigts pour Los Angeles. Moi aussi. Mais c'est surtout aussi le chemin et qu'est-ce que le chemin t'apprend. Et donc de savoir regarder aussi derrière parce qu'en effet, il y a peut-être une personne et ça peut être un moment très difficile si on n'arrive pas à cet objectif pendant plusieurs années. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu as parlé, si tu veux, on peut parler donc, de ce moment, de cette blessure, puisque tu en parles. Est-ce que tu veux nous en raconter? Est-ce que ça a été la conséquence de ta non-participation au JO de Paris? Complètement. Donc, petit contexte, en juin, on nous annonce la sélection des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut savoir que nous, je t'en ai parlé, mais c'est le projet d'une vie. Okay. Et donc là, on t'annonce en quelques secondes que c'est fini pour cet objectif, que tu mets fin à un rêve d'enfant, en plus à Paris, devant ta famille, ton pays. Donc c'est particulier. Je reste à l'entraînement quand même parce qu'à ce moment-là, je deviens sparring partner. Donc je dois entraîner mes collègues qui, elles, sont sélectionnées. Donc, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur, mais comme je te disais, comme j'ai un esprit de compète envers moi, pas envers les autres, là, à ce moment-là, j'étais ravie de les aider. Et je voyais qu'elles vivaient un beau rêve. Donc, elles sont 4 sur le groupe de 12 à être sélectionnées. Je m'entraîne et puis je passe un été quand même merveilleux à être spectatrice, mais aussi j'ai été chroniqueuse, j'ai pu commenter les épreuves d'escrime. Enfin, j'ai vécu un été olympique autrement. Et vient le moment de revenir à l'entraînement. Et à ce moment-là, je me dis, avec erreur d'ailleurs, que je vais revenir plus fort, que je vais m'entraîner plus, que je vais arriver la première à l'entraînement, repartir la dernière. Je choisis à ce moment-là d'en faire 2 fois plus. Parce que j'avais l'impression que c'est ce qui avait péché pour la non-sélection. Ils te disent pas la raison pourquoi tu n'es pas sélectionnée à tel JO ? À ce moment-là, la priorité, c'est dans un mois la compétition. Et donc, personne... ne t'explique quoi que ce soit. Non, et moi, je vais pas trop non plus à cette info-là. À vrai dire, la saison d'avant, c'était pas une grande surprise pour moi, parce que la saison d'avant, j'ai pas réussi à faire les performances escomptées. Donc, je vais pas dire que c'est une surprise. Je sais pourquoi je n'y vais pas. Simplement, quand on te l'apprend et quand tu... Ça devient réel. Voilà, ça devient extrêmement réel, exactement. Donc, je me suis face à cette réalité, je reviens à l'entraînement et 1 mois plus tard, je participe à ma première compétition. Et là, je me blesse, donc rupture complète des ligaments croisés et fissure des 2 ménisques. Donc, pour moi, c'est une blessure qui fait peur. Et d'ailleurs, même quand tu n'es pas sportif, c'est un gros mot, les croisés. Donc, à ce moment-là, je comprends que je vais être éloignée pendant 1 an des pistes d'escrime et je commence une rééducation physique, mais avant tout et surtout mentale. Parce qu'en fait, je me suis dit,
pourquoi moi? Ça a été ma première réaction, alors que physiquement, je me donne peut-être plus que tout le monde parce que je compense un manque de talent, selon moi, à l'escrime par beaucoup de travail. Et tout le monde te dira, bah non, mais les croisés, s'il y en a bien une qui se les fera jamais, c'est Jade, quoi. Mm. Et donc, je comprends que finalement, c'était pas un problème physique, mais qu'à ce moment-là, ben, c'était la fin d'un cycle. J'avais pas accepté cette fin de cycle et que mon corps me l'a bien fait comprendre. Du coup, j'ai décidé de travailler pendant 1 an sur mon mental, de prendre du recul, de travailler énormément avec mon préparateur mental, d'essayer de... J'avais... En fait, je m'étais dit, ça se trouve, dans cette période, tu vas vouloir arrêter l'escrime. Et je m'étais autorisée cet arrêt-là. Ok. Finalement, rapidement, j'ai eu cette envie de revenir sur la piste. Et donc, j'ai extrêmement travaillé sur moi. Et je me suis dit, ok, tu vas revenir. Mais par contre, hors de question de revenir de la même manière. Donc, j'ai changé complètement. Et là, j'espère devenir cette Jade 2.0 qui me permettra d'atteindre mes plus belles performances. Donc là, c'est passé finalement. Aujourd'hui, t'es passé à autre chose. Ça y est, dans quelques semaines, ça fera 1 an. 1 an, ok. Et je suis vraiment... tout le monde me le dit, puis moi surtout, je le ressens. Ok. Je suis différente, j'aborde les choses différemment. Et quand tu es éloigné de quelque chose, qu'on t'interdit de pratiquer ta passion pendant 1 an, tu y reviens avec un autre regard, une autre passion qui me permet aujourd'hui d'avoir un certain lâcher-prise et de profiter davantage de ma casquette d'athlète de haut niveau, qui fait que je profite pleinement de ma vie aujourd'hui et que je prends plaisir à être sur la piste. Et je découvre que le plaisir, finalement, c'est le premier des moteurs. Et ce qui est intéressant aussi avec ta façon de faire, c'est que tu as embarqué en fait aussi cette aventure avec ta blessure sur les réseaux sociaux, tu l'as partagée. Tu as eu des retours, j'imagine, positifs qui t'ont aussi aidé peut-être à surmonter. Finalement, tu as vécu un double échec, l'échec de Paris, puis l'échec de ta blessure. C'est ça. De le partager, on va dire, au reste du monde, pour toi, c'était un peu révélateur ou pourquoi tu t'es dit, je partage? Déjà, quand tu es athlète de haut niveau, je pense que si tu veux chercher du financement, de l'accompagnement, aujourd'hui, tu dois en passer par de l'image et de la visibilité. Ok. Simplement, c'est pas facile parce que s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est vrai pour tout le monde, c'est pas aisé. C'est pas inné, ouais. C'est pas inné. Donc, avant ma blessure, je le faisais de manière assez discrète, mais malgré tout, j'étais quand même assez présente. Et j'ai profité de cette blessure, là où j'étais éloignée un petit peu du groupe, pour oser prendre la parole. Okay. Et surtout, j'avais un message à transmettre. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler d'un sujet que de toi, juste de manière quotidienne et lambda. Là, j'avais vraiment un message. J'emportais toutes les personnes qui étaient blessées au croisé avec moi. Et tu découvres que quand tu as une niche comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile de parler dessus parce que tu as une communauté qui interagit, qui vit la même chose. Et pour moi, ça a été aussi une thérapie de mettre des mots, mais ça c'est valable dans l'activité de conférence, dans la préparation mentale. En fait, de mettre des mots sur ce que tu vis, c'est déjà un premier pas vers aller mieux et vers le bien-être. Donc ça m'a aidé à passer à autre chose, à tourner la page et à revenir différemment. Et tu t'es pas dit au contraire, ça va faire peur aux sponsors, ça va faire peur à peut-être mon entourage de communiquer sur cette blessure? C'est vrai que il y a parfois quelques sponsors qui peuvent écrire d'ailleurs noir sur blanc sur un contrat, bah voilà, si tu ne peux plus exercer ta pratique, nous on arrêtera de t'accompagner. Donc ça fait effectivement partie du revers de la médaille. Moi j'ai de la chance d'avoir été accompagnée par les entreprises qui m'ont suivie dans cette période-là, mais parce que je leur ai dit, bon, écoutez, tout de suite j'ai joué carte blanche, je ne pourrais pas être sur les pistes, je ne pourrais pas vous apporter de performance. Par contre, moi, je vais avoir du temps pour aller voir vos collaborateurs et pour parler de cet échec parce que je me suis rendue beaucoup plus disponible en fait et ils ont vu cet avantage-là de se dire ok, elle va nous faire vivre la blessure, l'échec et finalement c'est ce que vivent les collaborateurs et on s'est beaucoup rapprochés à ce moment-là. Ok, ouais, donc finalement tu as trouvé un moyen aussi de capitaliser sur ce qui t'est arrivé et de le partager en fait à l'extérieur. Tout à fait. Bon, en tout cas, bravo. Bravo pour c'est de la résilience finalement au niveau de toi. Aujourd'hui, on fait face à pas mal de défis ambitieux, une génération qui est quand même la génération Z, qui se retrouve un peu dans un monde quand même un peu anxiogène entre l'environnement,
la politique, l'instabilité mondiale, ça peut paralyser, ça peut aussi faire peur. Voilà, donc ça, c'est vraiment le contexte, on va dire, global. Et donc, dans le quotidien, comment toi, est-ce que tu aurais quelques conseils pour arriver à relever, en tout cas, des défis ambitieux, comme on l'a un petit peu dans le monde aujourd'hui? Dans une carrière d'athlète sur une saison, nous aussi, on vit des aléas, enfin, on vit des montagnes russes d'émotions. Comme je te le disais, voilà, toutes les 2 semaines, on a un coach qui arrive et qui nous donne la sélection pour la prochaine compète. Mm. Et encore une fois, qui dit sélection dit potentiel partenaire, visibilité, puis aussi ça te donne l'occasion de faire des points pour la sélection olympique dans quelques années. Donc pour nous, c'est à chaque fois un stress qui monte, est-ce que je serai dedans, est-ce que je serai pas dedans. Et ces montagnes d'émotions, parfois, elles nous emmènent dans des downs extrêmement puissants, où là, on remet tout en cause, notre confiance en nous, notre estime de nous. Et c'est ce qui rend la vie d'athlète de haut niveau très riche en émotions et très aléatoire en motivation. Ce qui nous tient en haleine, c'est cette discipline. Mais ce qui nous raccroche à rester sur ce chemin et à quand même, coûte que coûte, se lever tous les matins pour atteindre notre objectif, eh bien, c'est cette passion. Et tu vois, un athlète, on parle parfois de burn-out de sportifs. Ok. Après, par exemple, des Jeux Olympiques qui se sont mal passés, par exemple, ou qui, voilà, tu devais être médaillé puis tu ne l'es pas. Donc là, tu rentres, t'es tout penaud et t'as l'impression d'avoir raté l'opportunité de ta vie. Et on se souvient, je me souviens de Simone Biles, Biles, ouais, exactement, voilà, ouais. qui avait fait des Jeux Olympiques où elle avait perdu Ouais. l'équilibre. Donc elle aussi, en fait, avait vécu un échec, entre guillemets. Tout à fait. Et après, elle a fait un reportage, je crois que c'était sur Netflix, Oui. un documentaire vraiment inspirant. Oui, Et ça montre aussi tout ce parcours, finalement, du succès, parfois à l'échec, la remontada pour le succès encore. Et donc finalement, c'est un cycle. voilà, et elle, tu vois, elle a exprimé le fait que pour revenir, Mm. elle s'est connectée à ce pourquoi elle avait premièrement fait de la gymnastique. Et moi, c'est ce que j'ai fait après les Jeux, là, Mm. et que je me suis blessée. Je me suis posée, je me suis dit, mais attends, Jade, déjà, pourquoi tu fais de l'escrime, tu vois? Et aujourd'hui, tu me l'as posé cette question, et je savais pas trop y répondre avant. Et là, je me suis souvenue de ces lumières, de ce côté impressionnant, de l'élégance de mon sport. Et ça, aujourd'hui, j'y pense quand je suis sur la piste. Je me dis, attends, mais en fait, c'est trop bien d'être athlète. Ce sport, il est beau, tu vois, et je me reconnecte très souvent à ça, parce que finalement, c'est encore une fois l'essence que j'ai mis dans le moteur quand j'étais petite et qui me permet d'avancer. Donc, cette question, on peut tous se la poser de pourquoi on est là où on est aujourd'hui. Et c'est finalement ce qui donne du sens à ta pratique et à ton métier. Donc, faut pas oublier de s'y référer. Et si un jour, on sait plus répondre à cette question, c'est qu'il faut changer, quoi. Parce que c'est avant tout... la vie doit être menée avec ouverture d'esprit, avec les lunettes d'un enfant qui a envie de se lever le matin. Donc, il faut bien faire attention à toujours avoir cet état d'esprit d'enfant. Donc je t'ai coupé sur des conseils pour arriver à ce défi ambitieux. Tu étais en train d'exprimer un point de vue. Oui, non, mais alors je parlais de cette passion-là, donc Ouais. revenir à cette passion. Et puis nous, on séquence énormément dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'en septembre, au début de la saison, on va mettre en lumière l'objectif de la saison. Donc très souvent, c'est le championnat du monde ou d'Europe à la fin de l'année. Mais en fait, c'est pas vrai qu'un athlète se lève tous les matins en disant ouais, moi aujourd'hui je vais à l'entraînement parce que je vais être champion olympique. En fait, ça c'est faux. Ok. On va se lever parce qu'on a des objectifs intermédiaires et ça, c'est quelque chose qu'on construit avec notre coach, notre entraîneur. Mais quand on grandit, c'est quelque chose qu'on construit avec soi, de se donner des objectifs intermédiaires. Et on le fait énormément dans le sport. Et je pense que c'est quelque chose, enfin tout le monde peut s'inspirer de ça, de se dire c'est quoi mon objectif de la semaine. Et ça peut être quelque chose de technico-tactique, voilà, atteindre tel CA ou à valider tel client. Mais en réalité, je pense que c'est mieux si c'est encore plus intrinsèque je sais pas, moi ça peut m'arriver de me dire bon bah là cette semaine j'aimerais que tous les jours je prenne 5 minutes pour me faire ma mobilité du matin parce que finalement quand tu investis sur toi, bah, c'est là où tu vas aussi être plus performant dans le travail. Mais voilà, se mettre en place des objectifs intermédiaires, c'est la seule solution dans le sport qu'on a pour atteindre un rêve qui est à moyen ou long terme. Ok. La stratégie des petits pas encore finalement. Encore, ouais. Voilà, ok. Écoute, on arrive progressivement en tout cas à la fin de cet épisode. Juste peut-être une ou deux dernières questions. Quelles
qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour récupérer, relancer, on va dire, ta machine quand, comme tu le dis, tu as peut-être ton mindset qui est bas, tu as peut-être ton corps qui n'a pas envie d'y aller. C'est quoi qui te fait te dire, bah, allez, je vais à l'entraînement, j'avance? Alors, j'aimerais partager cette distinction entre le repos et des moments ressources, donc qui sont complètement différents. Souvent, quand tu es fatigué, toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est de t'avachir dans ton lit et de fermer les yeux ou d'être sur ton téléphone parce que tu as l'impression que ça te repose. Alors, effectivement, dormir, ça va favoriser ton repos et donc à recharger tes batteries. Mais on n'a pas tous l'occasion dans sa journée de s'allonger sur un lit et de faire une sieste. En revanche, tu as des activités qui sont ressourçantes. Et ça, ce sont des activités qui, toi, vont peut-être éveiller ta curiosité, te faire sortir de ton quotidien, de ton train-train, de tes discussions professionnelles. Donc ça peut être effectivement lire quelques pages d'un livre, écouter un podcast, aller boire un verre avec une amie, faire une activité de peinture sur céramique le soir avec tes copines. Et ça va pas te reposer, c'est-à-dire que parfois même ça va prendre sur ton temps de sommeil, si par exemple tu décides d'aller boire un verre le soir. Ouais. Mais tu vas revenir avec une énergie, avec de nouvelles idées, avec une batterie sociale rechargée qui va te permettre le lendemain d'être plus productif au travail. Et donc franchement, de savoir quelles sont tes activités ressourçantes. On parlait de cuisine au tout début. Ouais. C'est une activité qui me prend de l'influx énergétique, mais par contre, je me sens performante, je me sens créative dans la cuisine. Et ça va vraiment me ressourcer pour revenir à l'entraînement avec des idées nouvelles et fraîches. Ben, en tout cas, le petit conseil, le conseil, c'est trouvons en fait ces activités ressourçantes, voilà, qui nous font du bien en fait au quotidien. Exactement. Et ne pas les supprimer en fait. C'est-à-dire il faut les faire, elles sont importantes pour soi. Et nous on les programme même, hein, tu vois, parce que c'est facile en fait les activités ressources, ça va les évincer. Tu les supprimes. Ouais. Voilà, mais si tu les mets dans ton calendrier, moi je mets des moments de méditation, yoga. Même plus. Alors moi c'est tous les jours. Mais je comprends que ce soit pas forcément possible, mais en tout cas, si tu sens que tu es fatigué, ne pense pas directement dodo. Pense d'abord, tiens, de quoi j'ai envie d'être gourmand sur quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu de cuisine, de lecture, d'écriture? Et laisse libre cours à ton intuition. Ok. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as en tout cas une méthode à nous partager pour sortir en tout cas de notre zone de confort et gérer le stress? Alors, le stress, c'est le sujet qu'on nous demande souvent d'aborder quand on est athlète de haut niveau. Et moi, j'aime dire que finalement, stresser, c'est se projeter sur un futur, alors même que tu n'as pas commencé ta mission. C'est-à-dire que dans le sport, quand tu stresses le matin d'une compète, c'est que tu te dis « Ok, alors lui, c'est mon adversaire. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Et si je gagne ce match, je vais pouvoir aller à la prochaine Coupe du Monde. Si je le perds, c'est terminé. » Enfin, c'est te projeter. C'est angoissant, oui. Ouais, c'est angoissant. Alors même que tu n'as pas mis un pied sur la piste pour te battre sur le match. Dans l'entreprise, c'est pareil. Si tu stresses à l'idée d'avoir un call avec un client, donc c'est parce que tu dis attends, quel argument il va me sortir? Et s'il me dit ça, je sais pas quoi dire. Si je valide pas, là, mon boss il va pas être content. Tu te projettes alors même que le coup de fil n'a pas commencé. Donc finalement, ne pas stresser, qu'est-ce que c'est? C'est rester dans l'instant présent. Alors je sais que c'est super spirituel un peu comme idée, mais moi concrètement, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur mes sensations, c'est-à-dire que je vais me dire tiens, est-ce que je suis assez échauffée des poignets? Quand je m'échauffe le poignet, j'imagine les articulations qui s'huilent un petit peu, je ressens un peu cette chaleur, j'essaye de repérer la piste 1, la piste 2. En fait, je me connecte simplement à mon environnement. Si tu viens en compète me voir, tu verras que je suis tout le temps en train de remettre ma chaussette bien comme il faut, mes lacets bien serrés. J'occupe mon esprit en fait, pour pas le laisser aller naviguer vers le futur. Ok, ouais, naviguer. C'est quoi un peu ton conseil pour bloquer parfois ces pensées négatives qui arrivent ou... Je sais que certains et certaines d'entre vous ont parfois une voix aussi qui tourne en boucle. Moi, parfois, elle est là aussi, elle arrive. Ouais. Est-ce que tu as quelques pistes de réflexion? Ouais. Complètement, ça va s'apparenter un peu à de la méditation, mais moi, je me pose la question des 5 sens. Okay. Donc, quand j'ai des pensées, quand je vois que mon cerveau va à toute vitesse, je me demande ce que je vois. Tiens, qu'est-ce que tu vois là? Hop, tiens, on est dans un studio de podcast, il y a des belles décos. Okay. Qu'est-ce que j'entends? Okay.
qu'est-ce que je ressens sur ma peau? Est-ce qu'il y a du vent, chaud, froid? Est-ce que j'ai un goût particulier dans la bouche? Ok. En fait, ça te permet juste de te connecter à l'instant présent. Mais pour des cerveaux qui vont vite ou pour des cerveaux qui sont multicasquettes, des entrepreneurs, souvent méditer, ça leur parle pas trop. Ouais, Donc moi, je c'est vrai. propose juste tu réponds à des questions. Et ça, on sait très bien faire. Donc tu réponds dans des questions dans ta tête. Voilà. Ok, très bien. Mais en tout cas, merci Jade pour être venue discuter avec nous voilà, de leadership et de performance. Je te souhaite en tout cas plein de belles choses là pour les JO de Los Angeles. En tout cas, on te suivra, c'est sûr. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et c'est quand exactement les JO? C'est l'été 2028. L'été 2028. Voilà, Ok, juillet 2028. Juillet 2028. Donc là, c'est quand ça commence quand un petit peu les entraînements, la haute intensité pour toi, ouais. Alors, un an avant, on a les sélections qui commencent très sérieusement. Et là, jusqu'à... Donc été 2026. La saison 27-28, donc septembre 27 à juillet 28. Okay. Là, ça va être vraiment le cœur du sujet. Okay. Et d'ici là, donc encore un an et demi, on va dire, ça va être sur le développement de nouvelles techniques, tactiques. On va aussi se placer gentiment dans le haut du panier pour montrer qu'on est là et qu'on a notre place. Mais là, on est plus sur du travail de fond et travailler sur soi pour développer encore un meilleur niveau, quoi. Et vous êtes combien en tout Dans l'équipe de France, on est 12. Et ils en prennent 4 ils en aux prennent Jeux 4 12 et ils en prennent 4. Ok. On est sur de la bonne sélection là. Ok, une chance sur 3. Okay. Exactement. Ok. En tout cas, plein de belles choses. Merci infiniment, j'ai passé un très bon moment et j'espère avoir poussé tes auditeurs à s'inspirer du sport de haut niveau dans leur vie professionnelle et personnelle. C'est sûr. Merci. Merci Maud.